d'animer cette première session avec notre collègue professeur Chérifa Boukassem. Elle est, vous la connaissez, mais je me permettrai de faire une petite présentation, assez rapide d'ailleurs. Elle est professeure aux sciences de l'information et de la communication à l'université Lyon 1. Elle est responsable du master IMST parcours sciences ouvertes, donc elle est vraiment au cœur du sujet. Ces travaux, vous le savez, mais c'est toujours important de rappeler, portent autour de l'IST, l'information scientifique et technique, qui est un champ historique dans notre discipline en sciences de l'information et de la communication, l'édition scientifique, les travaux de bibliométrie, scientométrie. Moi, j'avais beaucoup apprécié les derniers travaux qu'elle avait publiés avec un collègue anglais, David Nicholas, si je prononce bien. Et aujourd'hui, elle va nous parler, sous l'emprise des données de la recherche, entre évolution des pratiques et transformation du cadre de la recherche. Chérifa, toi la parole. Alors justement, ce qui me semblait important, c'est qu'à travers les travaux de la discipline, que ce soit en France ou à l'étranger, les travaux des jeunes chercheurs, des travaux de fond à travers des recherches doctorales, il me semble que c'est le moment aussi de proposer une discussion autour des données de la recherche à partir d'une, ce que j'appellerais une périodisation. Parce que quand on parle des données de la recherche et de la recherche sur ces objets, eh bien, cette recherche a beaucoup évolué entre le moment où elle a commencé à véritablement avoir lieu, ces 2 dernières décennies, et puis aujourd'hui, et les nouvelles questions de recherche qu'elle peut être amenée à poser. Donc cette périodisation, je vous la propose autour de 3 points. Le premier va être très rapide, c'est les conditions d'émergence des données de la recherche comme objet de recherche à part entière. Le deuxième point, c'est la question des données en tension véritablement entre les discours qui promeuvent leur partage, leur ouverture, leur réutilisation et la réalité des pratiques avec, je vais essayer de mettre en regard ce qu'on sait aujourd'hui de la réalité des pratiques aussi bien en sciences et en santé qu'en sciences humaines et sociales. Et puis, en dernier point, j'aborderai avec vous les impensés, ce que j'appelle les impensés de l'ouverture. Et ce point-là est plus proche peut-être de mes travaux et notamment d'un projet que je mène avec Hans Nielertz, qui est maître de conférence à Montpellier, au LERAS, avec aussi un collègue économiste, avec Yves Gingras, historien des sciences à l'UQAM, et une ingénieure de recherche qui a pu être recrutée. Et je conclurai sur une actualité qui me semble importante, qui est le COARA, la coalition, la réforme, la tentative de réforme actuelle de l'évaluation de la recherche et ce que cela peut impliquer pour les données de la recherche. Alors, en termes de conditions d'émergence du sujet, je voudrais préciser que c'est un vieux sujet au sens où j'aime beaucoup ce travail de Thérèse Bru, historienne des sciences, qui a montré comment, dès le XIXe siècle, les données sont visibles dans la presse britannique et la presse européenne. Je parle non pas la presse scientifique, mais la presse grand public, et la manière avec laquelle des amateurs ou des chercheurs, des scientifiques, des savants, comme on le disait à l'époque, décrivaient des données qu'ils collectaient sur les lieux où ils faisaient des explorations géographiques, archéologiques, etc. Et le travail de Thérèse Bru me semble important parce qu'elle montre comment, au XIXe siècle, les travaux de Darwin sur la théorie de l'évolution sont majoritairement fondés sur l'observation et la collecte d'informations des données publiées dans cette presse européenne et britannique. Donc la question des données est très ancienne. En revanche, la formulation a évolué dans le temps, mais on peut retrouver des traces de ces données-là dans la presse populaire du XIXe siècle, comme je viens de le dire, mais aussi dans des revues savantes un peu plus tard. Alors, nous avons le célèbre rapport de Vannevar Bush qui a été publié juste avant la Deuxième Guerre mondiale et qui une espèce de discours programmatique de la recherche après la Deuxième Guerre mondiale avec le projet Manhattan et qui place justement l'importance des données au cœur de sa politique,
cœur de sa vision et la manière avec laquelle il estime, bien sûr, en 1943, dont on devrait prendre soin. Et c'est la raison pour laquelle les États-Unis est un des pays pionniers à avoir mis en place des archives de données, notamment sur le campus de Berkeley. Et puis, Alvin Weinberg. Alors, je ne citerai pas Derek John de Solon Price, qui est l'auteur de Little Science, Big Science, mais plutôt Weinberg qui, lui, a justement pris du recul par rapport à cette notion de Big Science et notamment a pu produire une réflexion sur les implications, non pas en termes de production scientifique, donc revue scientifique comme l'a fait Price, mais en termes de données et notamment des capacités d'archivage, de stockage de ces données-là qu'il voyait bien arriver et qu'il fallait bien sûr prendre en charge. Et puis, plus proche de notre époque, le fameux, je dis bien fameux ouvrage Quatrième paradigme, parce que c'est un best-seller, hein, c'est un succès à part entière. C'est un ouvrage qui a fait beaucoup parler de lui et qui a, je pense, aussi beaucoup construit les discours autour de la formulation des problématiques de recherche sur les données au moment où il est apparu. Et on pourrait d'ailleurs aujourd'hui tout à fait faire un espèce de retour rétropédalage pour voir quel a été le véritable impact de cet ouvrage et quelles sont les pistes ou les fausses pistes sur lesquelles on s'est engouffré à partir de la métaphore du quatrième paradigme qui a été en tout cas très 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 engageante pour les communautés scientifiques. Et puis aussi une présence dans les médias grand public et les médias scientifiques, avec une problématique de la donnée qui est toujours approchée par le risque, la difficulté, la crise, la question de la falsification, la question de l'impossibilité de reproductibilité de la recherche. Et de fait, on a aussi tout un discours médiatique au sens média grand public et au sens aussi des grandes revues scientifiques qui ont le rôle de médias comme Nature Science, qui ont véritablement véhiculé ce discours-là autour de l'urgence de se préoccuper des données de la recherche parce que la science va mal et que si on ne se préoccupe pas des données, eh bien, il y a péril dans la demeure. Et les recherches scientifiques plus proches de nous, à la fois d'un point de vue disciplinaire, mais aussi en termes de statut de la donnée comme objet de recherche, ont majoritairement, je les catégorise par deux approches qui sont d'ailleurs propres à celles de deux auteurs. La première est Christine Borgman, qui est plus proche de nous du point de vue disciplinaire, puisqu'elle relève du champ de l'Information Science and Librarianship, qui a été professeure à UCLA et qui a publié de nombreux travaux sur plusieurs années sur la question des données, la question des infrastructures, mais aussi la question des données. Et vous avez là peut-être son dernier ouvrage, et peut-être aussi le plus célèbre, avec vraiment une emphase sur l'importance et l'enjeu des infrastructures et de la question de l'échelle. À quel moment on peut parler des données, puisqu'elle pointe très clairement le fait que dans certaines disciplines, la question des données ne se pose pas. Je prends l'exemple des mathématiques fondamentales. Y a-t-il données en mathématiques fondamentales? On peut en discuter. Je peux vous donner quelques éléments, mais la question se pose et ne se pose pas du tout en astrophysique ou en biologie, bien entendu. Et puis une autre approche issue des sciences humaines et sociales, et ça c'est un élément extrêmement important, de Sabina Leonelli, dont vous connaissez sans doute les travaux, et qui a une approche qui prend véritablement en compte la dimension épistémologique de la recherche et le statut des données dans cette dimension-là. Elle pointe très clairement d'ailleurs que dans ses travaux, dans ses nombreux travaux, le fait que, par exemple, les politiques de la recherche ne se préoccupent pas des contextes disciplinaires, pluridisciplinaires, interdisciplinaires selon les situations, qui accompagnent les moments de production de données et les communautés aussi. Et on ne peut pas penser la problématique des données sans justement son ancrage véritablement à la fois organisationnel, de projet, voilà, mais aussi disciplinaire. Et donc c'est vraiment cette attention-là. Et puis elle montre dans cet ouvrage que je trouve particulièrement intéressant pour notre propos aujourd'hui, comment la définition de données peut
évoluer dans le temps. On peut avoir quelque chose qui relève de la donnée aujourd'hui, qui n'est plus donnée 20 ans plus tard ou 10 ans plus tard, ou inversement, à avoir des objets qui ne sont pas définis comme des données, qui ne sont pas produits, qui ne sont pas présents en tant que données, qui le deviennent. Alors, en sachant que dans ce qui est intéressant dans les travaux autour de cet enjeu-là, c'est que les données sont toujours cachées par la publication scientifique. L'emphase dans les travaux de recherche sont tellement focalisés sur la production scientifique, la publication scientifique, que les données sont souvent, j'ai envie de dire, même évacuées de manière presque implicite. La pression de l'évaluation de la recherche, du publish or perish, tout domaine confondu d'ailleurs, on pourra parler peut-être des SHS, et la pression de ce que je souhaiterais appeler non pas la science ouverte, qui est véritablement le phénomène de prise en compte des modalités d'ouverture pour permettre à la recherche d'être accessible, mais plutôt le paradigme industriel de l'ouverture. Je reprends là la définition de paradigme industriel des travaux de Philippe Bouquillon et Bernard Miège, à savoir cette convergence des discours, des rhétoriques, d'une grande pluralité d'acteurs autour d'une injonction qui est l'ouverture, alors que parfois ils ne définissent pas l'ouverture de la même façon, chacun dans son coin. Et aussi avec un enjeu important qui d'ailleurs est très très bien décrit dans la thèse de Jonathan Zurbach, c'est l'importance des infrastructures qui sont là souvent depuis les années 50 mais qu'il faut valoriser et pour laquelle il faut donner de la valeur. Donc nous avons une littérature scientifique foisonnante. Je me suis amusée à regarder dans le Web of Science le nombre d'articles que nous avons sur les données de la recherche et c'est impressionnant. Voilà, j'ai même pas voulu vous proposer une lecture parce qu'en fait le nombre est important, il est en accroissement régulier. Mais il est très fragmenté. Alors fragmenté parce que ces travaux relèvent de différentes disciplines. Toutes les disciplines peuvent à un moment donné se tourner vers la question des données. Et fragmenté parce que les questions de recherche sont multiples. Et on pourrait d'ailleurs en parler. Chacun aborde les données à partir d'un angle d'attaque, d'un questionnement particulier. Et tout ça surfe sur un discours de transformation de la recherche. Alors qu'est-ce que ça veut dire la transformation de la recherche ? C'est la migration des pratiques de la recherche, du processus de la recherche sur des plateformes numériques qui sont aujourd'hui, que nous utilisons plus ou moins tous aujourd'hui, dans certaines disciplines plus que d'autres bien entendu, qui permettent de collecter les données de pratique, de nos pratiques, on peut même parler d'une forme de surveillance, et qui permettent aussi de produire des indicateurs qui pour certaines d'entre elles, relèvent vraiment de l'analyse du néolibéralisme de l'enseignement supérieur, du New Public Management. Et là-dessus, il faut vraiment garder cette vigilance parce qu'on ne peut pas aborder les données de la recherche sans cette idée aussi que le discours qui les accompagne peut, à un moment donné, irriguer ces logiques. Alors, j'en viens à la deuxième partie du propos données entre discours et pratique. Alors, les pratiques existent, les pratiques bien sûr de partage, d'ouverture, de gestion des données ont préexisté au discours politique et j'en veux pour preuve l'astrophysique qui a été d'ailleurs un modèle à bien des égards pour la question de la préoccupation du partage et de la gestion des données par des infrastructures, des outils et c'était peut-être un exemple justement intéressant pour voir comment une communauté s'organise pour prendre en charge la valeur symbolique et scientifique de son savoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce travail est souvent fait au sein des communautés et reste dans le secret des communautés parce que c'est le secret des savoir-faire aussi. Hein, voilà. Aujourd'hui, un postdoc, un jeune docteur en sciences, quand il veut faire un postdoc, il veut aller dans un endroit où il va apprendre des nouvelles méthodes pour produire de nouvelles données. Hein. Voilà, c'est le nerf de la guerre. Donc, à partir du début des années 2005-2006, on va voir apparaître un discours ambiant, puis des politiques nationales, européennes, autour des données, qui sont des politiques souvent subordonnées aux politiques de sciences ouvertes, hein, de manière très classique. Et d'ailleurs, je précise que pour le premier plan national pour la science ouverte en France, la question des données n'était pas vraiment abordée et il a fallu le deuxième plan, le deuxième PNSO, pour véritablement avoir
une attention toute particulière sur les données de la recherche. Alors nous avons aujourd'hui les ateliers de la donnée sur lesquels je peux revenir, nous avons un entrepôt national sur lequel je peux revenir, mais en tout cas à la fois un discours politique, institutionnel, national, des infrastructures dont on peut discuter la pertinence, la capacité et le statut. Et de l'autre côté, nous avons aussi tout un ensemble d'outils, d'associations, de standards internationaux, d'outils de recensement des archives de données qui viennent répondre et abonder dans le sens de cette recommandation, prescription, injonction à l'ouverture des données ou partage des données selon, mais avec souvent justement une prudence qui est aujourd'hui résumée avec la fameuse phrase « aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire », mais qui reste très homogène par rapport à la pluralité des disciplines, des objets et des situations de production de données. Et nous avons du coup une production scientifique qui est souvent dans une approche améliorative. Alors, c'est comment faire pour lever les obstacles, comment faire pour rendre les données partageables, ouvertes, etc. On vient de faire un travail qui, je l'espère, sera bientôt publié. On soumet l'article, si tout va bien, en janvier, d'une relecture des travaux de recherche sur les données et même les travaux de Carole Tenopir, qui est une collègue américaine qui a beaucoup travaillé là-dessus, participent de cette approche améliorative. On part du principe que les données doivent être ouvertes et on va essayer de regarder comment on va y arriver, comment on va lever les obstacles. Mais la question du travail, des compétences qu'il y a derrière n'est pas abordée, elle est même évacuée. Alors on dit que les SHS sont plus en retard, alors on pourrait en parler des heures par rapport au STM, mais est-ce qu'on peut parler de retard? Moi je préfère plutôt l'analyse mode 1, mode 2 de Gibbons qui montre qu'on peut avoir deux modes de fonctionnement en parallèle selon les situations, les époques. On sait, des travaux montrent que des chercheurs qui ouvrent leurs données sur le projet lambda peuvent décider de ne pas les ouvrir sur le projet bêta. Ça dépend des enjeux, des situations. Et une véritable dissonance entre ce que les chercheurs estiment comme relevant de l'ouverture des données et la prescription politique. Donc il y a une vraie distorsion donc, entre des discours génériques et des pratiques très situées, très pointues. Quand on est sur les données, on est sur l'expertise scientifique. Et puis, le Covid, la pandémie, nous a montré que si nous avons réussi à partager les publications, et d'ailleurs, je n'ai pas voulu le faire, mais on a eu des déclarations immédiates des grands groupes d'édition scientifique pour annoncer l'ouverture de l'accès aux articles scientifiques. Ça, il n'y a pas eu de souci. Par contre, le bilan fait que le grand échec s'est porté sur les données. On n'a pas partagé les données, puisqu'il y a eu une course au vaccin. Et là, le bilan est très négatif. Je pourrais y revenir, je préfère aller vite sur ce point. Alors, on peut avancer l'hypothèse de la subversion. Alors ça, je tiens à préciser que c'est l'hypothèse d'un collègue dans le projet Cost of Science que j'ai mentionné tout à l'heure, comme l'ouvrage d'Ellul, La subversion du christianisme, qui serait de considérer que les politiques actuelles sur les données, quand elles ne sont pas très situées, relèvent d'une forme finalement de subversion, parce qu'elles transforment la possibilité d'ouverture en obligation. Alors les travaux de Alejandra Manco-Vega, qui est ma doctorante qui travaille sur ces questions-là, montrent que par ailleurs cette dimension-là se retrouve à l'international, y compris au Brésil d'ailleurs, au Pérou et d'autres pays d'Amérique du Sud. Pardon. Donc c'est quelque chose qui se retrouve véritablement pas qu'en Europe, pas qu'en France. Et on se retrouve aussi avec parfois des communautés qui ruent dans les brancards. Je pense au numéro spécial Le procès des données, dont vous avez peut-être entendu parler, qui montre à quel point les injonctions d'ouverture des données dans le domaine du droit sont impossibles, voire non éthiques. Voilà. Et on a là une collection d'articles de chercheurs spécialistes qui expliquent de manière extrêmement claire et précise de quelle manière les politiques institutionnelles sont complètement non conformes à la pratique de la recherche dans ces domaines-là, qui sont des domaines sensibles. Alors,
Je ne parlerai pas, par exemple, des supplementary materials qui sont proposés par les grands groupes de l'édition scientifique pour les revues, pour les articles de revue. Je le précise parce que pour moi, ça ne relève pas de l'ouverture des données. Pour moi, ça relève véritablement du prolongement de la publication scientifique dans la mise à disposition d'un certain nombre d'informations et mettre des supplementary materials, ça ne veut pas dire les ouvrir. Parce qu'on a des données décrites, mais guère plus. Par contre, autour de ce discours-là, il y a eu tout un discours sur les data papers et les data journals qui ont été présentés comme aussi une modalité importante d'ouverture des données. Et ce qui est intéressant pour les sciences humaines et sociales, c'est que là aussi, on a eu un espèce de flop. Puisque si je reprends l'exemple, par exemple, du numéro spécial pour la revue française des sciences de l'information et de la communication, qui a été pilotée par Olivier Ledeuf et Gérald Kembelec ici présent, c'est que l'appel à la production de data paper n'a pas reçu le succès que nous avions espéré. Alors j'avais moi-même fait partie du comité des peer reviewers et le data paper pour les sciences de l'information et de la communication n'a pas été au rendez-vous. Mais j'ai envie de dire que le data paper n'est pas au rendez-vous pour les sciences humaines et sociales au sens large, hein, y compris à l'international. Et la semaine Data SHS 2022 à Lille a aussi montré que voilà, c'est une préoccupation d'ingénieurs, mais ce n'est pas une préoccupation de chercheurs. Et autour des données, il y a justement cette tension entre ingénierie et épistémologie sur laquelle on pourra revenir au moment de la discussion. Alors, quand on se penche par contre sur les motivations qui sont celles des chercheurs autour des données, eh bien, on se rend compte qu'il y a de la curiosité, il y a l'idée que l'on peut se rapprocher, s'intéresser un peu plus aux standards de la science ouverte, découvrir ça comme une expérience, entre guillemets. Mais par contre, quand on se penche sur la question des stratégies de publication, eh bien, ce qui est intéressant et qui remonte très nettement des domaines STM, par exemple, là où il y a le plus de publications de data paper, eh bien, c'est à la fois, bien sûr, un savoir-faire, mais aussi une valorisation monétisée, ou monnayée, c'est-à-dire en termes de publication, d'un savoir-faire et d'un temps passé sur la gestion des données. Ce que disent les chercheurs qui publient des data papers en STM, là où il y a une masse critique, eh bien, c'est que ça peut être... Alors, ce n'est pas un article de résultats positifs de recherche, mais c'est un article de plus que je peux mettre dans mon CV. C'est la réponse qui est donnée. Et ce travail-là est très décorrélé du travail de gestion, de partage et d'archivage des données dans des infrastructures communautaires. Hein, c'est pas du tout pareil. Et on voit autour de cette dimension-là toutes des logiques stratégiques, économiques, industrielles de la part des grands groupes de l'édition scientifique, que ce soit les éditeurs historiques comme Springer ou Elsevier, ou alors des nouveaux entrants, ce que j'appelle les nouveaux entrants, c'est-à-dire MDPI, Frontiers, qui n'ont pas d'ailleurs une très grande réputation, mais parce qu'ils lancent ces revues, ces data journals, ou alors ils permettent la publication de data papers dans des revues plus classiques, parce que d'abord elles sont soumises à un APC, il faut le savoir, donc c'est une entrée d'argent supplémentaire. Et puis, parce qu'ils participent à ce fameux discours de la transformation de la recherche et ils mettent en avant ce produit comme un produit à part entière. Alors, ça nous amène à quelques impensés que je voudrais aborder d'ailleurs à partir d'une expérience, d'une petite étude de cas sur laquelle je vais aller très vite. Si je prends par exemple l'exemple du projet Schistera, qui finance actuellement un projet dont je suis partenaire, qui est le projet Judges, où on essaye de voir comment l'ouverture des données dans le droit se fait. Eh bien, en tant que partenaire français, nous sommes financés par l'ANR qui a DMPO PIDOR, qui a vraiment fait un gros travail sur ces questions-là, tout à fait satisfaisant en tout cas, qui a le mérite d'exister et qui est assez plébiscité par les chercheurs. Eh bien, on se rend compte que tout financé que nous sommes par l'ANR,
eh bien, nous sommes obligés d'utiliser Argos, une plateforme avec un DMP qui n'est absolument pas celui de l'ANR et qui est celui de l'agence de financement Schistera, choisi par Schistera. Alors, en tant que praticien même du partage des données, nous avons pu réaliser, alors on a essayé de comprendre, parce qu'on a dit mais on a la DMP au PIDOR, on a dû savoir faire, non, injonction, discussion, réunion. Alors on a participé à un focus group où vraiment on n'était pas les seuls à râler, seuls Français à râler. Eh bien ce qu'il apparaît, c'est qu'autour des données, il y a aussi des enjeux importants de stratégie d'acteurs entre financeurs. Les agences de financement sont elles-mêmes en compétition les unes avec les autres. Des enjeux de plateforme. Argos est la plateforme, est une plateforme grecque et donc la Grèce bénéficie de financement pour la développer et les pannes régulières eh bien, peuvent être discutées. Là où je veux en venir, c'est que les données peuvent être abordées par une approche d'économie politique de la communication scientifique avec des logiques, des analyses de stratégie d'acteurs, des financements de la recherche, et la transformation de la recherche, elle passe aussi par la transformation des modèles, des instruments de financement et par les compétitions qui existent aujourd'hui entre agences de financement, y compris européennes. Alors, je voudrais aussi parler d'un impensé qui commence à être un peu mieux pensé, mais je suis prudente. C'est la reconnaissance, au sens propre du terme, du travail scientifique, du temps consacré que le chercheur passe à s'occuper de ces données pour qu'elles puissent être partageables. Voilà. Parce que quand il doit s'occuper de ces données pour publier ses résultats, voilà, c'est vraiment rendre ces données FAIR, les fameux principes FAIR, findable, accessible, interoperable et reusable. C'est les déposer, c'est préciser très clairement. Voilà. Alors ça pose la question des savoir-faire qu'il y a derrière, mais aussi des connaissances qu'il y a derrière, mais aussi du temps de travail. Donc, si vous voulez, on pourrait mettre en corrélation les discours et les politiques d'ouverture autour de l'ouverture des données et le nombre de postes qu'il faudrait accompagner avec. Et voilà. Et alors qu'il y a une vraie reconnaissance actuellement sur le fait que les chercheurs doivent développer des profils. Ils ne peuvent plus être experts sur toutes les tâches, et que peut-être on peut se retrouver, comme c'est le cas aux Pays-Bas, avec à un moment donné une évaluation de la recherche qui peut reconnaître l'émergence de profils spécifiques. Avoir des enseignants-chercheurs qui vont avoir un profil plus enseignant, plus gestionnaire de données, plus médiateur scientifique, etc. etc. Alors cette idée-là qui a été reconnue par la DGRI dans un discours officiel du ministère, eh bien, commence à germer dans la réforme actuelle, la Coalition of Open Access Research Assessment, si je me souviens bien de l'acronyme, parce qu'il est un peu barbare. Eh bien, c'est une question qui est véritablement au cœur de la réflexion et des groupes de travail. J'attends de voir comment ça va évoluer, parce qu'on est en plein dedans. La seule chose que je voudrais dire, c'est que le NIH, National Institute of Health, qui est un financeur de la recherche américain très connu, très en soutien de l'ouverture depuis toujours, vient de proposer un indicateur, un nouvel indicateur, un espèce d'impact factor, mais lié aux données. C'est-à-dire que c'est un indicateur qui mesurerait l'ouverture des données d'une communauté scientifique, d'un chercheur. Voilà. Alors, comme disait Benjit, pour être tombé dans le chaudron de la bibliométrie assez tôt, je me méfie beaucoup des moments où on sort des indicateurs comme ça, parce qu'à partir du moment où on a un indicateur, on sait que les pratiques des chercheurs vont s'adapter, vont se mettre à en faire un objectif en soi. Alors, au sein du projet COS, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir discuter avec les chercheurs dans des focus group de ce que cet article unique, je dis bien unique, c'est le seul qu'on a retrouvé sur la question, décrive de tout ce travail extrêmement chronophage autour de l'ouverture des données. Alors, ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'il ne parle pas du travail autour des données avec un ordinateur, une paillasse, c'est pas ça.
il part de toutes les procédures administratives, de tous les formulaires à remplir, de tous les documents qu'il faut renseigner, etc. etc. Et de fait, cet article est une illustration très concrète de comment, parfois, l'ouverture devient annexée, comme c'est montré ici, avec une déclaration de chercheurs britanniques vis-à-vis du système de l'équivalent de l'HCRS britannique, c'est le Research Excellence Framework, qui disait que l'ouverture c'est bien, mais quand elle devient un fardeau supplémentaire pour le travail des chercheurs, ça devient un petit peu compliqué. Et sans moyens supplémentaires, c'est un peu compliqué. Alors, peut-être sur un malentendu, allons-nous pouvoir faire un rapide bilan pour conclure, puisque j'arrive ici à la fin de mon propos. Ce qui est intéressant quand on travaille sur les données de la recherche, c'est de voir à quel point les discours, les injonctions, les prescriptions, les études, les travaux même de recherche, notamment les travaux que je qualifie de mélioratifs, négligent les données qualitatives et sont essentiellement positionnés sur les données quantitatives. Alors, pour nous, SHS, c'est particulièrement intéressant parce qu'on nous demande un petit peu d'être à l'échelle, voilà, d'être dans le big de la science, c'est-à-dire d'être dans des logiques. Alors, si vous faites du qualitatif et de la small data, ça veut dire que vous êtes un petit peu, vous passez à travers les... Voilà, mais ça veut dire aussi implicitement que vous n'êtes pas dans les standards de cette science ouverte sur laquelle on peut revenir. La question des moyens, alors ça je viens d'en parler, les moyens pour moi c'est les ressources humaines, les compétences, les savoir-faire et les infrastructures dédiées. Et quand je parle d'infrastructures, souvent les infrastructures, notamment les archives de données, sont très larges. Alors je reviens à RDG qui est le dépôt, l'entrepôt national. Entre chercheurs, peut-être qu'on peut en discuter, mais on sait que RDG peut être très vite saturé, on sait qu'il n'est pas adapté à des besoins très spécifiques. Il est présenté comme l'entrepôt de la longue traîne, mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, ça, on pourra en discuter. Et puis, il y a une véritable lecture néolibérale de cette injonction à l'ouverture sans discernement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ouvrir les données, je ne remets pas du tout en question cette possibilité. C'est cette injonction à l'ouverture qui porte en elle des impensés. Et cette lecture néolibérale, nous, on la retrouve dans les propos des chercheurs que l'on a en focus group. Elle remonte de manière extrêmement rapide, parce que ce qu'ils disent très clairement, c'est que le temps qu'ils passent aux modalités d'ouverture telles qu'elles sont pensées par les discours, les politiques institutionnelles ou nationales ou européennes, selon le cas dans lequel ils se situent, eh bien, c'est du temps en moins pour la recherche effective. Alors, je m'arrêterai là pour qu'on puisse discuter et je serai moi-même très en attente de vos retours et de vos réactions. Je voudrais juste vraiment, pour conclure, dire que l'ouverture des données permet véritablement, dans des études de cas démontrées et documentées, la réutilisation de données, la réutilisation d'une recherche, de la reproductibilité dans une certaine mesure d'ailleurs. Mais dès lors que l'épistémologie de la recherche en elle-même, les pratiques des chercheurs, le travail des chercheurs sont respectés, et dès lors qu'elle ne passe pas par les fourches codines d'une normalisation, d'une homogénéisation qui relève davantage dans une certaine mesure d'une forme d'industrialisation du travail de la recherche. Je vous remercie.